Mais d'abord, donc, la dynamique Le Pen dans les derniers sondages avec Cécile Cixous. D'après les sondages, le 10 avril prochain, 21% des Français ont l'intention de mettre dans l'urne un bulletin de vote Marine Le Pen. En cette fin de campagne, la candidate RN qui stagnait jusqu'à présent entre 17 et 18% opère une remontée, le fruit, selon ce politologue, d'une campagne bien gérée par la candidate. Elle ne s'est pas agitée, finalement, elle a été plutôt patiente dans son premier temps de campagne où elle s'est vue distancée notamment par Éric Zemmour, et puis elle a finalement attendu dans cette deuxième temps de campagne où il y a eu finalement, à la lueur de la crise ukrainienne et de la guerre en Ukraine, l'émergence évidemment d'enjeux sociaux extrêmement importants tels que le pouvoir d'achat. La stratégie de faire campagne sur le pouvoir d'achat plutôt que sur l'immigration comme Éric Zemmour s'est avérée payante. Face à elle, Emmanuel Macron, crédité de 28% des intentions de vote pour le premier tour, ne progresse plus. Le président candidat a beau rester en tête. En cas de duel avec la candidate RN au second tour, il ne serait, selon un sondage Elab, plus qu'à 5 points d'écart, avec pour lui 52,5% d'intention et pour elle 47,5%. Effectivement, ces deux courbes qui se rapprochent entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, déjà c'est un report de voix beaucoup plus favorable pour Marine Le Pen entre le premier et le second tour de l'électorat Zemmour. Et une certaine partie de l'électorat aussi Mélenchon qui serait prêt à se reporter, alors évidemment pas majoritairement, sur un vote Marine Le Pen. Et ces deux reports de voix qui lui sont beaucoup plus favorables lui permettent aujourd'hui effectivement d'augmenter son score de second tour. Reste toutefois encore une inconnue qui pourrait changer la donne, l'abstention. À J-10, donc cette question jusqu'où montera Marine Le Pen, et on en débat avec mes invités. Claire Chartier, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, essayiste. Erwan Lecoeur, bonsoir. Vous êtes politologue, sociologue au laboratoire Pacte. J'accueille également Pierre-Adrien Bartoli, bonsoir, le directeur des études politiques à l'Institut Harris Interactive. Et Laetitia Crupin, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia. Je commence avec vous, Pierre-Adrien, et votre dernier sondage pour Challenge avec un Emmanuel Macron on va voir vraiment les 12 candidats à 28,5 en légère baisse. Marine Le Pen qui progresse à 21%. Ensuite, on a Jean-Luc Mélenchon, 15%. Et puis ensuite, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel. Et on classe maintenant Anne Hidalgo dans, je mets des guillemets, les petits candidats, parce qu'elle est à 2%, 2,5%, Nicolas Dupont-Aignan à 2%, Jean Lassalle à 2%, Philippe Poutou à 2% et Nathalie Arthaud à 0,5%. Voilà pour le constat, le dernier constat. Mais nous, c'est vrai qu'on se positionne toujours en cherchant à analyser les dynamiques de campagne. Et c'est ma première question. La réponse, on la trouve dans vos sondages ou dans d'autres, elle est clairement positive pour Marine Le Pen depuis plusieurs sondages, quoi. Oui, absolument. Elle continue à progresser régulièrement. Donc là, si on prend ces dernières semaines, c'est-à-dire depuis le début de la guerre en Ukraine, elle a pris 4 points. C'est la seule candidate qui est en fait en dynamique positive avec Jean-Luc Mélenchon, mais qui partait d'un peu plus bas, ce qui la met dans une position aujourd'hui relativement confortable, avec deux mouvements intéressants. Le premier, c'est qu'elle arrive à reconsolider son socle de premier tour en 2017. Cet électorat qui était un peu tenté quand même, il faut le dire, par un vote Éric Zemmour tout au long de la campagne, qui là revient petit à petit sur un vote Marine Le Pen. Et puis deuxième point, et là c'est assez nouveau, un électorat assez âgé, traditionnel, de droite, qui avait voté François Fillon en 2017, de plus en plus se laisse tenter par ce vote Marine Le Pen. Il y a toujours eu un peu une difficulté pour cet électorat à franchir le pas et d'aller jusqu'à mettre un bulletin RN dans l'urne. Aujourd'hui, face à une Marine Le Pen, on y reviendra, un peu recentré dans le jeu politique, c'est moins compliqué de passer cette étape-là et ça fait du coup un réservoir de voix en plus pour Marine Le Pen. Oui, effectivement, ce sera l'un des éléments qu'on va analyser ensemble. Claire Chartier, elle fait une bonne campagne ? Tout simplement, on peut dire ça. C'est si on essaye de poser un regard un peu général sur cette troisième campagne présidentielle de Marine Le Pen. Absolument. Alors déjà, il y a quand même, à mon avis, une raison assez simple, mais qui est très puissante dans le contexte français, c'est que Marine Le Pen, on n'a pas encore essayé en fait. L'extrême droite, on n'a pas encore essayé. Et dans un contexte où les électeurs, et l'opinion publique est même très défiante envers les politiques, beaucoup sont revenus de tout en quelque sorte, et se disent pourquoi pas. Et des gens qui n'ont pas en tête la formule extrême droite, mais qui se disent pourquoi pas essayer une nouvelle solution. Ça, c'est le premier point qui me semble simple, mais assez puissant comme ressort. Ouais. Le deuxième, c'est qu'en effet, je pense qu'on a dit et on a cru
il y a quelques années, donc en 2017, que Marine Le Pen n'avait pas vraiment envie du pouvoir. Et en fait, on s'est trompé. Parce que depuis 2017, eh bien, elle a construit toute une stratégie très cohérente, qu'elle a respectée. Ouais. Elle s'est fait épauler. Ouais. On y reviendra en détail là, sur ses progrès depuis 2017. Je ne vous laisse pas trop avancer parce qu'on y reviendra en détail. Il me semble, du coup, on est en train de mesurer le fruit de tout ce travail. Parce qu'effectivement, visiblement, elle a fourni un énorme travail et pas depuis aujourd'hui et pas depuis il y a un mois. Oui, effectivement. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, alors là, c'est beaucoup plus court-termiste, hein, la réflexion que je fais à Erwan Lecœur, c'est depuis le début de cette guerre en Ukraine, il y avait quand même un handicap qui pouvait être un boulet pour Marine Le Pen, c'est sa poutinophilie, ou en tout cas sa relation avec le président russe, cette photo avec lui qu'elle a dû sortir d'un tract de campagne, en ne distribuant pas le tract, et on ne voit pas d'impact. Comment vous l'expliquez, ça ? D'abord, il y a un phénomène sociologique qu'on connaît bien et qu'on ne veut pas accepter à chaque fois, c'est que l'électorat lepéniste n'est pas l'électorat de la France. C'est un électorat spécifique qui se comporte de façon spécifique. Il n'est pas gêné par le fait que Marine Le Pen est accusée d'avoir pris de l'argent au Parlement européen. Il n'est pas gêné par tout un tas de révélations sur les élus lepénistes depuis des années et des années. C'est quand même les élus qui ont fait le plus d'incartade à la loi lorsqu'ils sont élus. Certains ont pris 1 million d'euros, etc. Ça ne gêne pas cet électorat. C'est une première chose. Nous avons là un électorat qui est fidèle, qui se détermine longtemps en amont, qui se détermine longtemps en avance et qui a une forme de fidélité à quelque chose qui va au-delà de la politique court-termiste d'une campagne. Et c'est la force, vous l'avez un peu dit en creux, de Marine Le Pen, c'est qu'elle est là depuis longtemps. Il y a quelque chose, son père dirait, durer. Le fait de durer dans le temps. Il a duré dans le temps. Elle est là aussi depuis longtemps, depuis 2002. On l'a vu arriver le 21 avril 2002, je le rappelle. Elle est à la tête du parti depuis 2011. C'est sa 3e campagne. Elle est implantée. Et quelque part, son électorat lui fait confiance. Et donc c'est plus fort que la guerre en Ukraine et ce que ça pourrait créer. C'est plus fort que les incartades, c'est plus fort que les attaques du système. N'oubliez jamais ce mot. Oui. Les attaques sont celles du système. On a affaire à un électorat qui est mécontent, qui est un électorat, je dirais, de la politique du ressentiment, qui va chercher sur Internet un certain nombre de réponses à des questions simples et des réponses simples. Marine Le Pen et le lepénisme lui apportent des éléments de réponse simples depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Et donc on a une longue durée. On est dans la longue durée, contrairement à Éric Zemmour, qui lui était un flash, une bulle médiatique, qui a fait illusion pendant 6 mois parce que ça a amusé le giron médiatique. Un certain nombre d'analystes, et j'en faisais partie, disaient « Mais Zemmour ne pèse rien. En réalité, politiquement, tout comme Marion Maréchal, ça ne pèse rien. C'est médiatiquement, c'est intéressant, c'est rigolo. » Il n'y a pas de socle électoral solide. Il y a un socle électoral d'environ 10% sociologiquement. Ouais. C'est l'extrême droite française, des vieux de plus de 60 ans qui ont de l'argent et qui s'amusent à voter à droite pour montrer qu'ils sont très à droite. C'est le Le Pen 1, c'est le premier électorat Le Pen. Le 2e et le 3e, c'est Marine Le Pen qui les a. Électorat plus populiste, les jeunes, les femmes, tous les gens qui sont mécontents, les ouvriers, les employés. Et là, il y a un socle électoral sociologique fort qui ne se contente pas de regarder l'actualité pour savoir ce qu'il va voter. Bien ça compris. Fait longtemps qu'ils étaient lepénistes. Ouais. Et on le voyait avant l'effet Zemmour, on avait déjà les mêmes sondages. Soit 55-45, Macron-Le Pen au 2e tour. On revient un an avant. Alors ça, on y reviendra, même si on va être évidemment très prudent sur le second tour. Voilà, on ne va pas faire comme s'ils étaient déjà qualifiés, et Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a encore pas mal d'incertitudes. Laetitia. Moi, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire. C'est effectivement le vote de la France en colère, Marine Le Pen. Et quand on écoute Stewart Shaw là, dans le sujet d'introduction à ce débat, c'est aussi très intéressant parce que peu d'observateurs vont sur ce terrain-là, mais il existe une jonction des pôles, une jonction des extrêmes. C'est-à-dire que, comme disait Stewart Shaw, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui a priori sont les ennemis du pôle qui est vraiment diamétralement opposé au leur, peuvent aller aussi chez Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que c'est la colère qui est cristallisée et ce ressentiment très bien décrit par Cynthia Fleury, si vous voulez aller plus loin, qui est entretenu aussi par les deux camps, mais qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir un glissement de terrain qui est quand même paradoxal. Théoriquement. Et on retrouve quand même des électeurs qui effectivement passent d'un pôle à l'autre. Oui, et ce qui amène évidemment les leaders de la France Insoumise à répondre régulièrement à cette question. Le dernier en date, c'était Adrien Quatennens sur France Info, qui dit « Voter Marine Le Pen n'est pas une option pour LFI en cas de duel Macron-Le Pen au second tour ». C'est vraiment la question récurrente, évidemment, qui leur est posée. Alors, on va revenir sur la thématique que vous avez abordée, 3e campagne et
les erreurs, et je propose qu'Alexandre Poussard nous rejoigne. On apprend tous de nos erreurs, Alexandre, ça c'est une bonne maxime, et on peut dire qu'elle en avait quand même commis pas mal entre les deux tours. Là, on est entre les deux tours de 2017. Et oui, un entre-deux tours de 2017 qui avait pourtant bien commencé pour Marine Le Pen avec une bonne séquence autour de l'usine Whirlpool à Amiens, menacée de délocalisation en Pologne. Emmanuel Macron décide de se rendre à Amiens à l'époque pour rencontrer dans des bureaux des représentants des salariés. Et ce jour-là, Marine Le Pen, à la surprise générale, décide elle aussi d'aller devant l'usine Whirlpool sur le piquet de grève. Et elle reçoit une ovation de la part des grévistes. Souvenez-vous. Emmanuel Macron venait ici et qu'il n'entendait pas rencontrer les salariés, qu'il n'entendait pas venir sur ce piquet de grève, mais qu'il allait à l'abri dans je ne sais quelle salle de la chambre de commerce pour rencontrer 2-3 personnes triées sur le volet, eh bien j'ai trouvé que c'était une preuve tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés de Whirlpool que j'ai décidé de sortir de mon conseil stratégique et de venir vous voir. Voilà, ça fait un peu partie du théâtre de l'entre-deux tours. Alors ce contre-pied de Marine Le Pen ce jour-là, il oblige Emmanuel Macron à venir lui aussi l'après-midi sur le piquet de grève et à subir cette fois-ci les huées des grévistes de Whirlpool. Autre temps fort dans l'entre-deux tours pour Marine Le Pen, eh bien le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France, qui en 2017 avait quand même fait 5% des voix au premier tour, près de 5%, et elle annonce qu'elle le nommera Premier ministre si jamais elle est élue. Ça c'est pour les temps forts. Vient ensuite le débat de l'entre-deux tours face à Emmanuel Macron, et c'est là que ça se gâte pour Marine Le Pen, car elle s'en mêle un peu les pinceaux dans ce débat, notamment sur la sortie de l'euro. On ne sait pas vraiment si elle veut sortir de l'euro. Vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Mais on paiera avec de l'euro ou pas ? Que les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Personne ne paiera avec de l'euro. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Et voilà, Marine Le Pen un peu confuse dans ce débat d'entre-deux tours, et Emmanuel Macron s'est appuyé là où ça fait mal. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Et l'impréparation de Marine Le Pen, c'est ce que beaucoup ont retenu de ce débat de l'entre-deux tours. Et ça s'est ressenti dans les sondages sur cette période, car Marine Le Pen était sur une bonne dynamique. Juste après le premier tour, l'écart commençait à se resserrer. Et ensuite, après le débat de l'entre-deux tours, eh bien, ça s'est effondré pour Marine Le Pen. Et le résultat du second tour était encore plus lourd que prévu, puisqu'elle n'a récolté à l'époque que 33% des voix. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce... Voilà, c'est toujours bien de revoir des archives comme celle-là. Et alors, vous nous le disiez tout à l'heure, Claire Chartier, elle a travaillé depuis. Alors sur quoi et avec qui d'ailleurs? C'est intéressant. C'est intéressant de reparler de ce débat parce qu'effectivement, au terme de ce débat, qui a été jugé quand même de l'ordre du naufrage par tous les commentateurs et par des gens à l'intérieur aussi du RN, on lui a beaucoup reproché. Et donc on taxait Marine Le Pen de dilettante, enfin qui ne travaillait pas assez, etc. Elle n'avait pas bossé ses dossiers. Bon. Et en fait, la Marine Le Pen que l'on a vue toutes ces années ne correspond pas tellement au portrait qu'on a dressé à ce moment-là. Et elle s'est fait épauler effectivement par un petit cénacle de gens qui quand même incarnent quand même un peu le système malgré tout, hein, puisque ce sont des polytechniciens, des énarques, des hauts fonctionnaires, donc assez paradoxal. Et ce petit groupe qui s'est baptisé les Horaces, qui fonctionnait en marge du RN, l'a conseillé. Ils ont eu des réunions très régulières, je crois hebdomadaires, et de telle sorte qu'ils l'ont amené à adopter une stratégie, je dirais, d'atténuation sur la forme et pas sur le fond. Donc, par exemple, elle a une tactique, effectivement, de diversion par euphémisation. Alors, notamment, bon, sur l'immigration, elle en parle peu aujourd'hui, mais en fait, quand on regarde dans le détail, effectivement, la doctrine n'a pas changé. L'Europe, on l'évoquait à l'instant, elle dit on ne va pas sortir de l'Union européenne, mais tout ce qu'elle dit, finalement, équivaut à une sortie de l'Union européenne. On peut y venir dans le détail, mais enfin, c'est vraiment exactement ce que ça veut dire. Là, et aussi, ces propositions amènent à non seulement à une révision, enfin même plus qu'une révision de la Constitution. Si on la suit dans les domaines qu'elle avance, immigration et donc Europe, etc., il faudrait changer de Constitution. Ouais. Donc en fait, il faudrait changer de régime. C'est au minimum 6 articles de la Constitution qui changent, notamment le préambule. Donc c'est absolument énorme. Et donc c'est vraiment toute une stratégie qu'elle a développée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute l'histoire des populismes,
Normalement, lorsqu'ils veulent conquérir le pouvoir, les populistes sont obligés d'arrondir effectivement les angles pour élargir leur base. Et je pense d'ailleurs qu'elle a un peu élargi sa base, comme on le voyait notamment auprès des électeurs LR, donc au-delà des fidèles que vous évoquiez. Et au risque évidemment de perdre ces fameux fidèles. Et donc là, elle ne les perd pas. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'un point de vue politique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, alors que face à elle, un Emmanuel Macron parle à la tête, elle sait parler en fait aux affects, à l'estomac d'une France double. La France de la contestation, de la colère, et puis aussi la France de la désillusion. Et ces deux Frances-là, d'après une enquête passionnante qui a été publiée par un cercle de réflexion qui s'appelle Destin commun, il y a peu de temps, cette France-là, elle représente une majorité de Français. Donc on peut quand même se dire qu'effectivement là, il y a un creuset à travailler. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser, Pierre-Adrien Bartoli. On évoque, et on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, à la fois le vote d'adhésion et le taux de rejet, enfin les facteurs de rejet d'une personnalité politique. Est-ce que, effectivement, Marine Le Pen a gommé une partie de ces facteurs de rejet qui font que, malgré tout, l'opinion a cette capacité à se mobiliser s'il y a le risque qu'elle remporte l'élection présidentielle ? C'est exactement ce qui s'est passé au cours de cette campagne. Et c'est pour ça que la candidature Éric Zemmour lui a pris beaucoup de voix au début de la campagne. Mais aujourd'hui, c'est presque un atout en termes d'image personnelle si elle réussit à aller jusqu'au second tour. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on interroge les électeurs de gauche, mais également du centre, et pour une partie des électeurs de droite, il y a un épouvantail dans la campagne, il s'appelle Éric Zemmour. Plus du tout Marine Le Pen. Ce qui était le cas lorsqu'on posait la question au tout début de la campagne et qu'elle était la seule candidate d'extrême droite. Donc, il y a un candidat qui polarise le rejet. Et par ailleurs, elle a réussi à adoucir énormément son image auprès des différents électorats qui la regardent, un peu sur le fond, beaucoup aussi sur la forme. Quand on voit Marine Le Pen plus sage, plus aguerrie, avec plus de distance par rapport aux choses, qui est presque la candidate la plus calme dans ce qu'elle propose, un effet qui s'appelle dans le monde anglo-saxon l'effet underdog, mais qui est en fait un effet Chirac 95, c'est-à-dire elle a été trahie par tous, donc elle suscite une forme de compassion. C'est quelque chose qui nourrit son image. Et nourrir son image, c'est la première étape vers un vote, alors de premier ou de second tour, et c'est ce qu'on voit actuellement dans les enquêtes. Ouais, c'est vraiment passionnant. Il y a une autre dimension qui est très intéressante dans la dynamique qui porte Marine Le Pen, Laetitia, c'est la banalisation, on va dire, de certains thèmes qui choquaient l'opinion. On appelle ça, je l'ai appris grâce à vous cet après-midi, je vais être très honnête, on appelle ça la fenêtre d'Overton. Et moi, je vais être encore plus honnête, je l'ai appris grâce à vous, Erwan Lecoeur, que j'ai entendu sur France Info un matin. Et oui, je me suis intéressée à cette théorie. À la base, c'est une théorie développée par les lobbyistes aux États-Unis pour imposer dans le débat public, faire passer leurs propositions qui, a priori, n'étaient pas acceptables. En fait, la fenêtre d'Overton, c'est, je vais vous donner la définition exacte, de base en tout cas, l'horizon de l'acceptable en politique qui varie sur un axe allant du plus libre au moins libre. En gros, c'est tout ce qu'on peut dire ou pas dans le champ politique. Et après, les lobbyistes aux États-Unis, les populistes s'en sont emparés, souvent avec une technique un peu particulière, celle du rire, pour faire passer davantage, plus facilement, des idées souvent nauséabondes. Et bien sûr, ensuite, la droite ultra-nationaliste s'en est emparé à son tour. Alors, et en France maintenant ? En France, c'est très clair, on constate, tout le monde peut le faire, que le débat politique et public a glissé à droite, offrant une plus grande place à des idées qui, jusqu'à maintenant, se confrontaient à un plafond de verre. Exemple, la théorie du grand remplacement, théorie raciste de Renaud Camus, qui a été répétée des centaines de fois. Je n'ai pas compté, mais ce serait intéressant de savoir combien de fois Éric Zemmour a répété cette théorie. Et puis, il y a aussi les journalistes, bien sûr, qui l'ont repris, alors souvent pour la dénoncer, ou Valérie Pécresse, par exemple, qui l'a reprise pour... Oui, alors on n'a pas le son. Moi, je suis toujours transparent avec les téléspectateurs, mais c'est intéressant. Effectivement, sa formule, elle était ambiguë lors de son... maladroit, on peut dire maladroit, ambiguïté volontaire ou pas, mais en tout cas, elle était... c'était un cadeau fait à Éric Zemmour, d'une certaine façon, parce que pendant les 48 heures suivantes, on n'a parlé que de ça. Mais comme pour les journalistes, si vous voulez, le problème, c'est qu'on nomme cette théorie, donc on la met factuellement dans le débat politique et public pour la dénoncer, sauf qu'en la nommant,
on lui donne une existence, encore une fois, concrète. Et le responsable, encore une fois, de cet élargissement de la fenêtre d'Overton, je ne sais pas si on peut dire comme ça, bien sûr, c'est Éric Zemmour, mais pas que. Lui a toujours revendiqué qu'il se battait pour ce combat idéologique, qu'il était un chevalier de ce combat idéologique depuis qu'il est journaliste. Donc ça fait 30 ans qu'il laboure le terrain. Mais si on ne lui donnait pas d'opportunités et de place dans les médias, ça aurait été plus difficile. Je vous rappelle qu'il était journaliste au Figaro, puis à CNews. Et c'est à CNews qu'il a vraiment développé ces idées-là. Sa notoriété, il la gagne sur France 2, dans l'émission de Laurent Ruquier. Il ne faut pas l'oublier aussi. Mais pour ses propos à CNews, il est condamné. Et pour la première fois, un homme, journaliste, polémiste, éditorialiste, est condamné, mais continue sur le même ton, sans rien changer à son discours. Donc oui, il y a des médias qui ont été responsables, CNews en particulier, de cette fenêtre d'Overton. Et donc, indéniablement, on est à 10 jours du premier tour et jamais le champ de l'acceptable a été aussi large et en tout cas penche à l'extrême droite. Ouais. Erwan Lecoeur, il y a une question commune avec Laetitia, puisqu'effectivement, vous avez expliqué à de nombreuses reprises cette théorie. Est-ce que ça peut marcher dans les deux sens ? Est-ce que la fenêtre d'Overton, elle peut se resserrer, se refermer d'une certaine façon ? En réalité, non. Dans une société, il y a une autre théorie qui est bien française, celle-ci, qui s'appelle celle des minorités actives. C'est un peu la même chose. C'est l'idée selon laquelle il y a dans une société des minorités. Ça peut être les féministes, les écologistes, ça peut être l'extrême droite à une époque. Et j'ai fait ma thèse sur la question de l'extrême droite et du Front National comme minorité active. C'est une théorie de Serge Moscovici, le père de Pierre Moscovici, qui était psychologue social, qui a inventé cette théorie pour expliquer les changements sociaux. Et cette invention, c'est les minorités actives utilisent cette théorie de la fenêtre d'Overton en utilisant du vocabulaire reconnaissable, en le martelant, et vous vous rendrez compte que le problème de l'immigration, la sécurité, c'est la première des libertés. 1983-1986, Civitas et Front National. Donc c'était exactement cette théorisation de la fenêtre d'Overton. On ouvrait une fenêtre dans un coin et on faisait en sorte que ça devienne acceptable. Le problème de l'immigration 1983, avant c'était pas un problème. C'était une chance, l'immigration, pour la France, et c'est devenu un problème. Donc théorie des minorités actives, plus vous avez raison, fenêtre d'Overton, ouverte notamment par Éric Zemmour, et l'Empire Bolloré, soyons très clairs, derrière, c'est-à-dire l'ensemble qui a été l'ensemble Canal+, et tout un certain nombre de choses. C'est un combat sociologique et politique. C'est Gramsci, 1920-1930. Le combat sémantique précède le combat politique. Le combat culturel sur les mots précède les victoires politiques. Et donc, pour répondre à votre question, toutes les forces politiques et sociales ont tendance à ouvrir leur fenêtre d'Overton. L'extrême gauche a pu l'ouvrir à une époque, c'est-à-dire l'égalité pour tous, plus de frontières du tout. C'était les fenêtres d'Overton, ce n'était pas admis comme tel. Puis c'est devenu quelque chose, tiens, pourquoi pas, l'égalité complète. Les féministes ouvrent des fenêtres d'Overton, égalité complète en tout et lieu. Voilà. Et chaque sphère sociale et moment social va ouvrir certaines fenêtres pour des minorités actives qui vont être agissantes. En ce moment, on a d'un côté ce que certains appellent les woke. Alors, en tant que chercheur en sciences sociales, je suis forcément woke puisque je m'intéresse à tout ce qui est nouveau dans la société. C'est mon job. Je suis, entre guillemets, c'est ça que je dois faire. Je regarde tout ce qui émerge dans la société, comme les sondeurs. Et donc, je suis awake, ça vient de là. Je suis ouvert aux nouveautés sociétales, à ce qu'on appelle les signaux faibles. Toute personne qui serait un chercheur et qui ne serait pas woke serait un mauvais chercheur. Donc quelque part, ou un journaliste qui ne serait pas woke serait un mauvais journaliste. Donc là aussi, on voit bien que... Oui, mais après, on sait bien que le mot a été récupéré et vidé de son sens premier. Et donc là, il y a une autre théorie, c'est où posez-vous les frontières symboliques, les frontières en termes de mots. Le mot woke aurait dû être un mot ouvert, un mot qui ouvrait vers une nouvelle façon de considérer la société. Il a été récupéré par une autre minorité active, parce que celle, en gros, du wokisme tel que l'extrême droite la voit, n'est pas assez puissant en ce moment dans les médias, n'a pas réussi à imposer son agenda. L'agenda a été imposé par une partie de la droite extrême qui a fait du mot woke un autre mot. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Dans les années 80, on parlait des Arabes dans les banlieues. Eux-mêmes se sont appelés les rebeux. Ils ont renversé, c'est ce qu'on appelle l'exo-catégorisation, en endo-catégorisation. On récupère le mot, on le remet à l'endroit, on le remet dans l'autre sens pour se l'approprier. Et bien ensuite, on a mis rebeu, et ensuite, vous pouvez regarder, le mot se renverse à chaque fois qu'il est utilisé par l'un ou l'autre des champs sémantiques et politiques. Et la politique, c'est de la sémantique. Et c'est là que cette
Vous l'avez dit, Éric Zemmour a rendu Marine Le Pen très sympathique. Ça nous ramène au cœur de notre sujet. Elle dit tout ça depuis 20 ans. Elle a déjà fait le travail. Elle a récupéré ce que la minorité active, qui était le Front National, avait fait avec l'islam. Elle en parle en 2008. La préférence nationale, 95. Elle a fait tout le travail. Et donc, elle arrive aujourd'hui en pouvant, exactement ce que vous avez dit, être plus consensuelle, plus normale, en récupérant ce qu'a fait le travail de Zemmour. J'ai même parlé de le lièvre Zemmour. Il ouvre... Il court devant, il ouvre une possibilité et Marine Le Pen va le récupérer. Que vont-ils avoir à dire après ça, cette démonstration? Allez-y. Justement, et il me semble intéressant de noter dans le jeu politique entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, Éric Zemmour, il ethnicise la question de l'étranger, de l'immigration. Marine Le Pen, jusqu'en 2015, elle parlait des Français de souche. Et ensuite, elle a cessé d'en parler. En fait, elle est passée sur un registre culturaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne présentez pas l'immigration de la même façon. Et donc, que c'est moins repoussoir. D'une certaine manière, vous présentez l'immigration comme un problème économique, une sorte de concurrence entre salariés, travailleurs. Et ça, c'est un message qui peut effectivement toucher plus largement. Lorsque vous restez sur le registre ethnique, et c'est le cas d'Éric Zemmour, parce que la grande erreur, à mon sens, d'Éric Zemmour, c'est que Éric Zemmour a un esprit de système. Et donc, sa vision, elle était puissante en ce sens-là, c'est qu'elle est systémique. Donc, elle est parfaitement cohérente dans son monde à lui. Mais il n'en est pas sorti du tout. C'est ça qui l'a fait commettre des erreurs en disant, par exemple, les Ukrainiens, ils ne doivent pas venir en France. Donc, ça a été très, très mal perçu. Marine Le Pen, à la différence... Elle a montré aussi qu'elle savait remarquablement s'adapter. Donc, elle a mis un peu sous le boisseau la thématique immigration. Au départ, elle était partie sur une thématique très intéressante qui était les libertés. Parce qu'on était dans un contexte d'anti-vax. En plus, ça lui permettait de répondre à Macron sur son libéralisme. Elle voulait être la présidente des libertés françaises, disait-elle. Et puis ensuite, elle est passée sur le pouvoir d'achat dès septembre, parce qu'elle a senti avec son petit conclave de conseillers que c'était là qu'il fallait aller. Et du coup, elle a complètement reformaté sa campagne. Donc là aussi, voilà pourquoi elle mène une bonne campagne, parce qu'elle a su s'ajuster, elle a su être mobile. Ce qui n'est pas du tout le cas de Zemmour, parce qu'il ne pouvait pas l'être. Il faut toujours le rappeler, vous l'avez fait d'ailleurs dans vos titres, Thomas, que c'est l'effet Canada Dry. C'est-à-dire que le programme d'Éric Zemmour est le même que le programme de Marine Le Pen. Parce que j'entends, moi, parfois des journalistes et des observateurs être dupes de cette communication de Marine Le Pen. Or, c'est le même programme depuis... derrière la normalisation, un programme d'extrême droite. Voilà le programme d'Éric Zemmour est celui de Jean-Marie Le Pen, ipso facto. Mais vraiment, pour l'avoir un peu étudié, celui de Marine Le Pen a évolué sur quelques points seulement, qui font une légère différence et qui font qu'en effet, comme vous venez de le rappeler, Éric Zemmour est enfermé dans un registre très idéologique, que Jean-Marie Le Pen n'avait pas, que Bruno Maigret avait. Et Marine Le Pen, comme Jean-Marie Le Pen, est beaucoup plus malléable. Elle est d'abord une porte-parole, elle veut d'abord gagner, et ensuite elle est idéologue. Mais enfin, c'est une femme de 1968. Elle, l'immigration, tous ces sujets, c'est des sujets potentiels, c'est pas son seul sujet. Et donc elle est devenue multi-sujet, et là-dessus, même son programme reste un programme d'extrême droite sur bien des sujets, notamment les libertés, vous avez raison, mais c'est aussi envoyer des signaux qui disent « je m'occupe de vous ». Je ne m'occupe pas d'abord. Effectivement. Alors on revient à cet électorat populaire et ça n'a pas échappé évidemment à plusieurs candidats et candidates. Tiens, on écoute Nathalie Arthaud. Elle avait un message pour les ouvriers ce matin. Ceux qui, effectivement, votent pour Marine Le Pen, ils se trompent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils se trompent. Parce que Marine Le Pen, elle n'est pas du côté des classes populaires et du monde du travail. Encore une fois, vous savez, quand on est anti-immigré, on est anti-ouvrier. Parce que voilà, le monde du travail, il est composé beaucoup de travailleuses et de travailleurs immigrés. Et heureusement qu'ils sont là pour faire tourner les hôpitaux, les chantiers, etc. Autre réaction ce matin, elle est signée du candidat communiste cette fois-ci, Fabien Roussel. Écoutez. On écoute Fabien Roussel. Je m'adresse aux électeurs d'extrême droite, s'il y en a qui nous écoutent. L'extrême droite en France n'a jamais été aussi haut ces 15-20 dernières années. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la France? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme progrès pour le monde du travail, pour les salaires, pour le mieux vivre, pour notre industrie? Que dalle. Voter pour l'extrême droite, ça ne rapporte rien. Imaginez en retour qu'à la place de l'extrême droite qui est aujourd'hui à 15-20%, imaginez un parti communiste qui se trouve lui à 15-20%. Eh bien quand c'était le cas dans notre pays, il y a eu du progrès social. Parce que nous avons fait à chaque fois le choix du rassemblement de la gauche et nous avons fait à chaque fois le choix du monde du travail, de travailler avec le mouvement social et de gagner.
Alors voter pour l'extrême droite, ça ne sert à rien. Ça pose aussi la question, alors c'est pas ce que disait Fabien Roussel, de cet éternel plafond de verre. Et on va terminer cette partie de débat consacrée à Marine Le Pen là-dessus. Pierre-Adrien Bartoli, sur les réservoirs de suffrage, et là encore on est prudent, on parle à chaque débat politique, on parle des indécis, on parle de l'abstention potentielle, mais les réservoirs de suffrage pour une Marine Le Pen entre les deux tours. Comment vous l'analysez, ça? Les réservoirs, ils sont importants. Et ils sont beaucoup plus importants que ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ouais. Déjà, il y a tout un socle. Nous, on a Éric Zemmour à 10% aujourd'hui. C'est 10% qui se reportent presque automatiquement sur Marine Le Pen en cas de second tour. Donc, pas d'abstention et pas de vote pour Emmanuel Macron. Ça se fait assez naturellement. On a un pan des électeurs, Valérie Pécresse, qui de toute façon sont dans du anti et vont aller voter pour Marine Le Pen au second tour si elle devait être au second tour, évidemment. Et puis surtout, un second tour, ça se joue sur les votants, mais également sur les abstentionnistes. Et la gauche n'a pas envie aujourd'hui d'aller voter. On est entre 40 et 50% des électeurs de gauche qui, dans le cas d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se disent « j'ai déjà voté utile il y a 5 ans, maintenant je vais m'abstenir et ne pas aller voter ». Et parfois même il y a 20 ans aussi. Exactement. N'oublions pas 2002. Et donc on se retrouve dans une situation où on a certes aujourd'hui toujours un avantage pour Emmanuel Macron dans cet hypothétique second tour, mais un écart qui se restreint de plus en plus. Elle peut gagner, on peut dire les choses comme ça. En tout cas, on est à l'orée d'un accident politique potentiel, c'est évident. Ce que vient de rappeler ici l'Institut Harris et qu'on voit dans les études qualitatives qu'on peut faire, c'est un nombre croissant de gens qui disent on ne m'aura plus à voter, de gens de gauche et du centre qui disent on ne m'aura plus à voter pour le libéralisme macroniste. Ça fait 3 fois que je le fais. Je ne vote plus au deuxième tour pour le moins pire, parce que ça commence à bien faire. Donc on a une courbe qui est ascendante et donc une baisse phénoménale du soutien à Macron au deuxième tour. Et on a en effet ce que j'appelle l'effet lièvre de Zemmour. C'est que Zemmour, en allant plus loin dans la fenêtre d'Overton, en rendant sympathique quasiment aux yeux de bien des Français la posture de Marine Le Pen, parce que quelque part elle est plus sympa que lui, eh bien a ouvert un champ en effet où Marine Le Pen aujourd'hui, moi je dis il y a un accident politique potentiel, en effet. Claire Chartier, je reprends l'article de nos confrères du Monde qui disent que, c'est leur analyse, Marine Le Pen vise la mise en place d'un État autoritaire. Est-ce que vous dites ça? Ça rejoint un peu ce que vous évoquiez sur la réforme constitutionnelle, le fait de passer par un référendum pour finalement contourner le Conseil constitutionnel. Enfin, il y a un certain nombre d'aller à rebours de tous nos principes fondamentaux qui sont contenus dans notre Constitution et qui correspondent aussi aux principes fondamentaux reconnus par les pays européens, effectivement. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là, une révolution majeure. Mais je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, cette idée d'État de droit. Cette notion-là, elle est assez, d'une certaine manière, elle est quand même assez intellectuelle. Et je ne suis pas sûre, nous, ça nous anime beaucoup parce que c'est le cœur de la démocratie. Mais comme on ne fait pas tellement de pédagogie sur cette question-là, le lien entre atteinte au contre-pouvoir, État de droit et la démocratie, telle qu'on la voit aujourd'hui en Ukraine, lorsqu'elle est atteinte comme ça dans sa chair, comme il n'y a pas de pédagogie, les gens ne font pas forcément le lien. Et donc, quand on leur dit ça, ils se disent ouais, ça c'est un peu confus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle me propose pour ma réalité du quotidien. Et comme elle a fait une campagne de très grande proximité, franchement, elle a vraiment parlé aux gens dans leur réalité vécue. C'est ça qui porte. C'est pas les débats qui peuvent paraître très intellectuels. Les débats sur la réforme de la Constitution, ça portera toujours moins sur le pouvoir d'achat. Qui sont essentiels pour la démocratie. On est d'accord. Même dans le clivage gauche-droite, c'est quelque chose que nous utilisons énormément, journalistes, commentateurs, etc. Mais ça parle pas. Chez les Français, il y a moins de la moitié qui considèrent que le clivage gauche-droite s'impose encore. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure est tout à fait juste. Il y a des gens, peut-être pas des gens de Mélenchon qui vont voter massivement pour Marine Le Pen, mais beaucoup de gens qui votent Mélenchon vont s'abstenir pour laisser, et c'est l'abstention différentielle qui fait désormais les candidatures et qui fait les victoires. C'est le fait que le camp de gauche s'abstient pour laisser Sarkozy gagner, le camp de droite s'est abstenu pour laisser Hollande gagner. Si jamais le camp du centre-gauche s'abstient, eh bien Marine Le Pen pourrait gagner. Et en effet, ça ne fait pas peur au camp de Marine Le Pen, un État plus autoritaire. C'est même une demande forte pour 40% des Français. On va prendre 5 minutes pour terminer, parler d'une autre candidate qui est à l'opposé de l'échiquier politique et de la dynamique de campagne, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Anne Hidalgo, à la peine depuis le lancement de cette présidentielle. Je vous propose, avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, d'écouter Anne Hidalgo qui vise le candidat président de droite et de droite, dit-elle.
Et on veut nous expliquer que ça n'existerait pas dans le pays. On veut nous expliquer et culpabiliser ces gens-là et traiter ceux qui les aident de lâches. C'est ça le projet d'Emmanuel Macron. C'est ça cette fameuse France qui marcherait sur deux jambes, la jambe gauche et la jambe droite. Là, il saute à cloche-pied. Mais alors à cloche-pied avec son pied droit et il fait le grand dépassement de la droite par la droite. C'est quand même inadmissible. Anne Hidalgo qui est à 2,5% d'intention de vote dans votre dernière étude Harris Interactive pour Challenge. Si on parle je ne sais pas si on peut employer le terme de dynamique de campagne, mais quel a été son plus haut niveau? Elle est assez haut avant l'entrée en campagne de Christiane Taubira. C'est haut, 4-5%. Enfin, c'est des chiffres limités, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'elle perd ces quelques points qu'elle avait réussi à grappiller à ce moment-là au profit de Christiane Taubira, et elle ne les retrouve jamais, y compris après sa sortie de la course présidentielle. Il y a un chiffre qui incarne bien ce qui se passe au sein de l'esprit des électorats socialistes. En 2017, Benoît Hamon fait 6,4%. Parmi ces 6,4%, aujourd'hui, 11% portent leur scrutin, leur suffrage sur Anne Hidalgo. C'est-à-dire que même sur une base extrêmement faible déjà à l'époque d'électeurs, on est presque à 1 sur 10 qui persistent à voter pour la candidate socialiste quand les autres vont vers les différents candidats que sont Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Emmanuel Macron. Donc en fait, ce socle d'électeurs socialistes, ils existent dans l'opinion parce que c'est des gens qui n'ont pas disparu. En revanche, ils se répartissent tellement entre les autres candidats et l'abstention parce qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds qu'au fond, la candidate investie par le Parti socialiste fait un score effectivement très faible. Mais il y aura une grande responsabilité du Parti socialiste et d'Anne Hidalgo parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu des tentatives de la sortir du jeu et de la faire décrocher, et elle n'a toujours refusé. Donc si vous voulez, elle parie sur des sondages qui seraient déficients. On verra bien ce qui se passe dans 10 jours, mais il y aura une responsabilité énorme parce que, comme vous le disiez, les électeurs de gauche existent quand on regarde les élections locales. Ils existent. Et donc, que va dire le Parti socialiste à ses électeurs au lendemain du premier tour s'il est catastrophique comme l'annoncent les sondages? Et que dira Anne Hidalgo? Claire Chartier, elle n'a jamais vraiment bénéficié d'une impulsion, d'un appel d'air dans cette campagne. On peut se dire quand même, déjà, la gauche cherchait son candidat, la gauche social-démocrate cherchait son candidat, donc on en parlait tout à l'heure, à un moment on a pensé à Cazeneuve qui avait une toute autre image, où finalement il n'est pas allé. Elle était quand même très fortement lestée de sa réputation parisienne, de passionnariat anti-automobile, donc ça ne l'aidait pas. Je crois que c'est aussi le reflet quand même de la vraie, enfin je ne sais pas si on peut parler de naufrage, mais en tout cas de la très grosse difficulté de la social-démocratie en France, qui n'a pas su se renouveler même sur le plan idéologique. Le renouvellement, il s'est plutôt trouvé à l'extrême gauche. Enfin, en tout cas, à la gauche, il y a beaucoup de productions intellectuelles de ce côté-là. Puis c'est vrai que dans ce camp-là, rien n'a émergé. Les productions ont vraiment peiné à... Oui, c'est peut-être en creux un succès d'Emmanuel Macron aussi, qui a aspiré... Tout à fait, en partie. Mais enfin, il y a aussi une partie de cette gauche-là qui ne va pas voter Emmanuel Macron, donc qui va rester chez elle. Oui. Non, finalement, il aurait été beaucoup plus drôle que ce soit François Hollande, parce qu'il a failli y aller encore il y a peu de temps, parce qu'il est quand même prêt à aller très loin, donc je pense que si ça se trouve il aurait fait plus parce qu'il y avait un public pour ça, de savoir jusqu'où ça pouvait aller. François Hollande qui se pose déjà en recours de l'après présidentiel. Erwan Lecoeur, un mot sur Anne Hidalgo, le pouvoir d'achat, on en parlait, ça aurait pu être son thème central d'une certaine façon. D'ailleurs, quand elle démarre sa campagne, sa mesure phare, c'est doubler le salaire des profs sur la durée de son quinquennat. Là, il y a une erreur stratégique d'une certaine façon. Là je crois qu'il y a une erreur historique en réalité. Le Parti socialiste est quelque part mort le 21 avril 2002 et il n'a pas voulu l'admettre. Il est devenu à ce moment-là une sorte de zombie. Et depuis, on voit bien qu'il y a 3 forces politiques qui sur le terrain sont très présentes, qui gagnent les municipales et les régionales. LR ou ce qu'il en reste, le PS ou ce qu'il en reste avec beaucoup d'élus, et puis les écologistes qui commencent à devenir un peu une force politique municipale, mais pas tellement plus. Puis il y a 3 forces politiques nationales qui sont aujourd'hui Emmanuel Macron qui a personne sur le terrain, Marine Le Pen qui a perdu la moitié de ses élus sur le terrain, et Jean-Luc Mélenchon qui a quasiment personne sur le terrain non plus. Donc on a une France qui sociologiquement et politiquement est scindée en deux entre des gens à qui on fait confiance au plus proche pour gérer au quotidien et des gens à qui on fait un peu confiance au niveau national. Et ça, le Parti socialiste ne l'ayant pas compris, n'ayant rien renouvelé de son idéal démocratique, eh bien on voit Madame Hidalgo en effet continuer à faire ce que la gauche morale faisait dans les années 80. Ça marchait à l'époque. Aujourd'hui, c'est à la rigueur inaudible. C'est-à-dire que dire que la droite est méchante parce qu'elle est à droite, c'est relativement peu audible, même de la part de Anne Hidalgo, qui par ailleurs a été réélue maire de Paris, comme à Rennes, comme à Nantes, comme dans plein de grandes villes. Ce sont des gens proches de Anne Hidalgo qui gèrent les villes, mais par contre, on ne leur fait plus confiance pour gérer la crise mondiale qui est devant nous et les crises mondiales qui sont devant nous.
devant nous. Donc là, il y a un déficit de compréhension, je dirais, historique et pas seulement politique. Et c'est intéressant, on l'a déjà dit, parce qu'on peut même considérer que ces succès locaux ont servi un peu de leurre, ou en tout cas ont pas incité ces partis, qu'on peut parler de LR ou du PS, à beaucoup plus travailler pour faire émerger de nouvelles thématiques. Très rapide. Quand je dis ces partis, ils ne travaillent plus, ils ne réfléchissent plus, ils n'ont plus de socle intellectuel, ils ne travaillent plus avec des gens qui demandent aux Français ce qu'ils pensent vraiment au fond. Et ça, c'est un des problèmes de ces anciens partis. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir